Madame, Monsieur, bienvenue sur 5e République TV, ici Joyce Akoma, bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes dans les 100 jours de la 5e République. Et dans cet élément, nous discuterons évidemment des 100 premiers jours du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. À cet effet, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée de Médéric Moreau, journaliste. Médéric, bonsoir. Bonsoir Joyce Akoma. Comment ça va? Je vais très bien, merci. À côté de lui, nous avons Madame Sika, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et ce soir, chroniqueuse dans notre émission. Sika, bonsoir. Bonsoir Joyce, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. À cet effet, nous allons aborder des questions de politique et de diplomatie dans ce premier numéro. Et nous avons donc comme invité Monsieur Théophane Zambiogué, conseiller spécial porte-parole de la présidence de la République. Bonsoir madame et merci de me recevoir sur votre joli plateau. Bonsoir, merci de nous faire l'honneur de votre présence. Tout de suite, générique. Alors, pour entrer dans ce sujet de discussion autour des 100 jours du président de la République, nous allons commencer par parler de l'investiture, le 3 mai dernier. Alors, Médéric Moreau, le 3 mai, c'était le jour de l'investiture du président de la République. Nous avons eu droit à une cérémonie avec beaucoup de fastes, avec plusieurs symboles qui ont été ressortis et un discours assez poignant. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Déjà, ce qu'il faille saluer lors de la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée le 3 mai dernier, c'est déjà le stade d'Angoundjé qui était plein abondé par les Gabonaises et Gabonais, qui sont venus soutenir le président élu, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pour l'accompagner dans ce processus, on a également eu la présence de plusieurs chefs d'État étrangers. On parle d'une quinzaine. Et en plus de cela, on a eu la présence également de hauts représentants diplomatiques venus soutenir cette initiative. Parmi les faits marquants de cette cérémonie d'investiture, notons notamment le discours où son Excellence le président de la République a mis un certain nombre d'éléments en avant. On peut par exemple citer sa volonté de diversifier l'économie, sa volonté également de lutter contre les questions ayant attrait au chômage et sa volonté, et il a même encore mis l'accent là-dessus récemment, à vouloir rendre les infrastructures viables. Donc du coup, à lancer un vaste chantier sur le Gabon afin que ce dernier puisse rattraper le retard accumulé par rapport aux nations sur le plan international. Et à côté de cela aussi, on peut également notifier, en dehors de la parade militaire et d'un certain nombre d'éléments, l'aspect symbolique de la cérémonie traditionnelle lors de cette investiture-là, qui remet ici au goût du jour la présence de ce pan de la culture gabonaise qui n'avait pas forcément été pris en compte lors des cérémonies précédentes. Donc, il y a tous ces éléments-là qui ont été notifiés, et puis comment ne pas manquer bien sûr le passage de la torche indigène de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema vers son homologue guinéen, dont Mamadi Doumbouya, afin que ce processus également puisse être inspiré dans son pays tel que nous le souhaitions. Donc voilà en gros, Madame Akoma, les éléments comme ça pêle-mêle qui ont caractérisé la cérémonie d'investiture, et on pourra revenir sur un certain nombre d'éléments en plus de ceci. Très bien. Alors, Monsieur Théophane, j'imagine que vous également, vous avez assisté à cette cérémonie. Entre symboles et discours, qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué? Notant la présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région et de l'Afrique en général. Écoutez, votre collègue a déjà fait un décryptage assez exhaustif de l'ensemble de la symbolique et de l'importance de cette cérémonie d'investiture. Il a parlé du stade plein, mais je pense qu'il faut qu'on s'attarde un peu plus sur cette symbolique du stade plein. Autrefois, les investitures de président de la République gabonaise se faisaient dans les salons feutrés de la République, soit au palais de la démocratie, de la cité de la démocratie donc, qui est par ailleurs en chantier, soit au niveau du palais présidentiel, donc le palais de rénovation. Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'ouvrir son premier mandat, son mandat présidentiel, avec les Gabonais, au milieu des Gabonais qui sont venus par milliers. La symbolique que je perçois à travers cela, c'est que ce mandat est résolument ancré au cœur des réalités quotidiennes des Gabonaises et des Gabonais, indépendamment de leur rang social, indépendamment de leur couleur et de leurs origines. Donc ça, c'est la première symbolique. Pour rester dans la symbolique, il y a eu un moment du discours où le président de la République a exprimé la volonté et la ferme intention du Gabon à se repositionner dans le concert des nations au sein des organismes internationaux, sous-régionaux, et ça s'est vu, là encore dans le symbole, avec un certain nombre de drapeaux, aux côtés du drapeau gabonais, autour du drapeau gabonais. On a eu le drapeau de la francophonie, on a eu le drapeau de l'Union africaine,
européenne, oui. On a eu le drapeau de la CEMAC, on a même eu le drapeau du Commonwealth, alors que à cette époque-là, le Gabon faisait encore l'objet de sanctions partielles à la suite donc du coup de libération du 30 août 2023. Donc autant de symboles qui montrent la volonté du Gabon de se repositionner, mais avec une nouvelle vision, avec un nouveau visage, une dynamique de participation active à l'ensemble des processus régionaux et internationaux auxquels nous prenons part. Et puis, il y a eu des engagements qui sont alignés sur les 15 promesses, les 15 engagements du projet de société du candidat d'alors, donc Brice Clotaire Oligui Nguema, devenu président en exercice. Il y a eu un engagement sur l'eau, l'éducation, l'électricité, sur la sécurité, sur la relance de l'économie par la diversification, sur le focus accordé à la transformation locale de nos ressources et le développement et le déploiement d'un certain nombre d'infrastructures qui vont nous permettre de évidemment déployer cette stratégie-là. Donc autant de choses qui ont résonné, je pense, dans le cœur des Gabonaises et des Gabonais. Effectivement, je vois qu'on est relativement aligné sur les discours. Voyons d'un autre point de vue, Sika. Alors, tous les Gabonais, j'imagine, ont pu voir cette cérémonie depuis chez eux, mais ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Comment ça a été perçu, vous qui êtes au cœur de ces questions? Alors Joyce, on va retenir 3 points. Le premier, justement, c'est que c'était une investiture publique. Donc, pour la première fois, le peuple gabonais s'est senti concerné et a été acteur du changement et de ce processus. Ça, c'était fort, c'était un message puissant pour la population. Oui. Ensuite, on va retenir le fait qu'il y ait 2 pays qui étaient en conflit à ce moment-là, donc le Rwanda et la République démocratique du Congo, excusez-moi. Et le fait qu'il soit là, ça montre que le Gabon est un pays finalement d'hospitalité et surtout de paix. Et ça aussi, c'est important. Ensuite, il y a eu la partie traditionnelle. Oui. C'est aussi quelque chose qu'il faut retenir parce que avant ça, c'était des investitures qui étaient plutôt à la façon occidentale. Et du coup, on est en train de revenir vers la partie traditionnelle, vers finalement nos cultures et nos traditions. Et ça, c'est important. Très bien. Je pense que nous avons fait le tour de la question entre symboles et parties marquantes du discours. Entrons à présent dans le vif du sujet en parlant de notre thématique du jour, c'est-à-dire la politique. En termes de politique, dans le cadre du renforcement justement de la création, dans le cadre du renforcement plutôt, du cadre juridique de la création des partis politiques, une loi a été prise concernant la création des partis politiques. Médéric Moreau, que doit-on retenir de cette dernière ? Alors, ce qu'il fallait noter, c'est qu'il y a quelques semaines, on est durant le mois de mai, je pense que nous étions le 7, le président de la République a reçu plusieurs hauts représentants des partis politiques ici au Gabon pour qu'ensemble, un certain nombre de questions puissent être discutées. Mais ce qu'il fallait aussi mentionner, c'est que ces questions ont déjà été évoquées durant le dialogue national inclusif qui s'est déroulé l'année dernière, pour que nous puissions aboutir à l'issue du processus électoral que nous avons connu durant le mois de mai à quelque chose de davantage structuré, depuis l'investiture, à quelque chose de beaucoup plus structuré qui permettrait à ce moment-là d'avoir un cadre politique où on n'aurait plus des partis politiques factices, mais un ordre bien structuré de façon à ce que les Gabonais puissent adhérer à des formations avec un cadre bien défini et des règles bien élémentaires pour que nous ne puissions plus arriver à des chemins tels que nous les avons connus dans le passé. Et parmi justement ces critères portant sur la création des partis politiques au Gabon, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont suscité la polémique. Je vais mentionner les critères. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer la nécessité pour créer un parti politique désormais au Gabon d'avoir au minimum 18 000 adhérents, au minimum. En dehors de cela, on pourrait également mentionner l'aspect d'avoir au moins 5 élus nationaux, et aussi, dans le même ordre d'idée, 30 élus locaux. Donc, 18 000 adhérents, 5 élus nationaux et 30 élus locaux, ce serait en quelque sorte le canevas pour pouvoir créer un parti politique au Gabon. C'est une question bien sûr qui a créé beaucoup de disputes et beaucoup de polémiques sur les réseaux. Beaucoup de personnalités politiques ont trouvé cela comme étant une forme de limitation et beaucoup de responsables se sont sentis un peu ostracisés. Voilà un peu le contexte qui a un peu englobé cette décision-là énoncée par l'exécutif. Effectivement. Alors, Monsieur Théophane, de votre côté, est-ce que vous comprenez ce tollé sur les réseaux sociaux concernant cette loi qui finalement est là en principe pour réguler l'action politique qui a, on va dire, autrefois été menée dans des cadres peu juridiques? Écoutez, au-delà de comprendre, il faut simplement constater que le terrain de la politique est par définition le terrain de la contradiction. Effectivement. Et donc il faut l'accepter. Mais il faut quand même rappeler aussi que l'adoption de ce texte
est le résultat d'un long processus qui a commencé avec le dialogue inclusif d'Angonje, qui a mis à contribution des acteurs divers du corps social gabonais qui se sont prononcés sur ces questions-là, entre autres choses. Mais après le dialogue inclusif, il y a un groupe de travail. Il y a un comité de rédaction qui a été constitué, là encore, sur des bases inclusives, qui était constitué donc de représentants de la classe politique gabonaise, indépendamment de leurs tendances et de leurs mouvances. Ce comité a produit un texte qui a été soumis au processus de validation parlementaire et le texte a été adopté. Au-delà des conditionnalités qui ont été évoquées par votre collègue, il y a autre chose. Par exemple, le fait pour un parti politique d'avoir un siège, d'avoir une activité comptable qui est claire, une comptabilité claire, lisible. Je pense que c'est une question de sérieux. Voyez-vous, on oublie souvent, surtout du côté de ceux qui veulent nourrir cette polémique qui me semble quelque peu inutile, on oublie souvent quelle est la vocation première d'un parti politique. La vocation première d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et une fois que la conquête du pouvoir est actée, c'est la conservation du pouvoir. Mais comment voulez-vous prétendre conquérir le pouvoir lorsque vous boudez le fait d'être présent et représenté sur l'ensemble du territoire national? Parce que les milliers d'adhérents requis pour la constitution de parti en tant que critère, c'est des milliers d'adhérents, donc de compatriotes répartis sur l'ensemble du territoire national. Avant l'adoption de cette loi et jusqu'à ce jour, puisqu'il y a un délai qui a été fixé par les autorités pour permettre aux différentes formations politiques de s'arrimer à la nouvelle donne, eh bien, avant l'implémentation de cette nouvelle donne, nous avions au Gabon 104 partis politiques recensés. 104. Pour une population de 2 millions d'habitants en gros. Est-ce que vous pourriez, vous, qui êtes de la presse et qui êtes informé, est-ce que vous pourriez vous citer la moitié de ces formations politiques? Je ne pense pas. Mais je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas la seule. Moi-même, je ne saurais vous citer la moitié de ces formations politiques pour la simple et bonne raison que bon nombre, je dirais même l'écrasante majorité de ces formations politiques n'est pas connu des Gabonaises et des Gabonais, n'est pas connu dans nos quartiers, n'est pas connu même sur le terrain électoral, puisque là encore, la majorité de ces formations politiques ne concourent même pas aux échéances électorales. À partir de ce moment-là, ça devient des outils d'influence, sans doute, mais des outils qui ont, par le passé, organisé un système, une donne politique qui a orchestré, qui a fait le lit de tous les drames que nous avons pu enregistrer du point de vue du débat politique et de la vigueur démocratique dans notre pays. Il y a des partis qui ne dépassent pas l'échelle familiale. Il y a des partis qui ne dépassent pas l'échelle provinciale. Lorsqu'on prétend défendre les intérêts des Gabonais, lorsqu'on a vocation à un jour exercer le pouvoir, puisque c'est ça la fonction d'un parti politique en fin de compte, ben, il faut au minimum être présent, parler aux Gabonais où qu'ils se trouvent sur le territoire national. D'où le nombre d'adhérents requis. Il faut avoir quand même un minimum de sérieux dans la gestion des finances. D'où la nécessité d'avoir un compte bancaire et une activité comptable claire. Donc je pense que cela procède simplement du bon sens, cela procède simplement de la pure logique. Il y aura toujours de la contestation, mais je pense que en la matière, les Gabonais se sont prononcés lors du dialogue inclusif à travers les représentants qu'ils y ont envoyés. Le président de la République a fait œuvre de transparence et d'inclusivité en mettant en place le comité de rédaction de ce texte. Le texte est adopté par la représentation nationale. On me dirait que les députés de la transition n'ont pas été élus, mais ce sont tout de moins des représentants de la population, des Gabonaises et des Gabonais, puisqu'ils sont représentatifs de l'ensemble des composantes de notre société. Le texte est adopté, les partis politiques ont un délai pour s'arrimer, et on pourra assister après cela à la reconfiguration du paysage politique national. Tout à fait, et dans le même ordre d'idées, nous avons eu le 5 juillet la création de l'Union démocratique des bâtisseurs. Médéric Moreau, est-ce que vous pouvez nous dire de façon factuelle, quelle est l'utilité pour le président de la République aujourd'hui d'avoir un parti politique? Je pense que c'est la suite logique du mouvement des bâtisseurs qu'il a lui-même créé lors de la campagne présidentielle. Et donc, du coup, il a un projet de société qu'il faille bâtir, il faudrait construire cet édifice-là sur quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est bien sûr un parti politique sur lequel le millier de Gabonais pourrait éventuellement se retrouver dans son idéologie, dans sa vision du Gabon de demain. Et donc, du coup, la cérémonie qui a donné lieu, à la création de l'Union démocratique des bâtisseurs n'est pas surprenante. Elle est une suite logique conduite par la volonté du chef de l'exécutif. Maintenant, par rapport à cela, c'est vrai que beaucoup ont eu une forme de réticence compte tenu de certains visages qu'ils ont pu percevoir durant cette cérémonie-là, bien que
on puisse noter au départ le caractère inclusif que maintient jusqu'à présent le chef de l'exécutif. Beaucoup de personnes se posent des questions, notamment de savoir pourquoi est-ce que des tenanciers qui n'auraient pas forcément bonne presse et bonne figure issus de l'ancien régime pourraient se retrouver dans certaines fonctions au niveau de l'Union démocratique des bâtisseurs. Ce sont là, ça et là, différentes observations qui ont pu être relayées dans diverses presses sur le plan national. Mais encore est-il que si on doit revenir à la création de ce parti politique-là, ce n'est qu'une suite logique. Il faut bien que le chef de l'exécutif puisse avoir une formation sur laquelle il pourra distiller son idéologie, expliquer, éduquer et faire comprendre aux Gabonais que durant les 7 années à venir, il sera question de bâtir un Gabon sur la base de socles solides. Et pour cela, quoi de plus qu'un parti politique et non d'un mouvement, une association indépendante. Très bien. Alors, Monsieur Théophane, est-ce que de votre côté, on peut également parler de suite logique? Oui, c'est une suite logique. Il y a eu le Rassemblement des bâtisseurs dans le moment électoral, qui a été un outil électoral, puisque à ce moment-là, il était question de créer une plateforme qui puisse fédérer toutes celles et tous ceux qui adhéraient à la vision et à la politique proposée par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette plateforme, son activité du moins a été couronnée de succès, vu le résultat que l'on a obtenu à l'occasion de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Maintenant, il est question de gouverner. Et avant que d'aborder les questions de gouvernance à proprement parler, il est quand même important de noter ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a permis de faire en réalité. Allons-y. Nous avions des générations et des générations de compatriotes qui ont pendant longtemps été embastillés dans des formations politiques qui ne se faisaient pas nécessairement les porte-étendards de leurs aspirations profondes. En prenant le pouvoir, en faisant un peu tabula rasa, pour employer une expression latine, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a en fait brisé un plafond de verre. Il a libéré un ensemble d'énergies qui était jusque-là quelque peu étouffées. Et en libérant ces énergies, quoi de plus normal que de créer un cadre nouveau pour permettre l'expression de tout le potentiel de ces énergies-là au service d'une seule chose, le développement du Gabon, dans tous ses aspects. Et donc il était important de créer ce cadre, de créer ce parti politique qui a une vision qui est déclinée par ses instances dirigeantes. Et au-delà de cette nécessité de créer un cadre d'expression pour ces énergies, il y a le fait que pour gouverner, il faut un outil, il faut un appareil, il faut une majorité. Parce que le président de la République gouverne en prenant des décrets, en permettant l'implémentation d'un certain nombre de politiques publiques. Cela d'autant plus qu'il est aujourd'hui, en plus d'être chef de l'État, il est chef du gouvernement, conformément aux dispositions de la nouvelle loi fondamentale. Mais il faut une majorité parlementaire pour faire adopter, pour faire passer un certain nombre de textes de loi qui vont donc régir le vivre ensemble et réguler l'activité dans l'ensemble des secteurs qui définissent le progrès, qui vont porter du moins le progrès de la nation. Donc il faut cet outil. Un outil qui ne va pas évoluer en vase clos, parce que là encore, l'outil est à la disposition de quiconque adhère à ces principes. Donc, l'Union démocratique des bâtisseurs est un parti qui est ouvert. C'est un parti qui pourra aussi, sait-on jamais, nouer des alliances avec d'autres formations politiques dans des localités données, sur des sièges donnés. Telle est la vie des partis politiques. Mais dans tous les cas, quoi de plus normal, il aurait été d'ailleurs aberrant que le président de la République ne procède pas à la création d'un parti politique. Qui plus est, lorsqu'il a suscité l'adhésion qu'il a suscité. Plus de 94% du corps électoral gabonais a fait le choix de cette politique, incarnée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut créer maintenant un cadre pour permettre à ces gens-là de se retrouver ensemble, de partager leurs espérances et de les mutualiser, de mutualiser leurs efforts pour faire triompher une politique. Cette politique est celle de la restauration de nos institutions, la restauration des valeurs, la relance de l'économie, qui va se poursuivre tout au long de ce mandat de 7 ans. Effectivement, alors... Monsieur le conseiller spécial, le porte-parole, si vous me permettez, par rapport à ce que vous venez de dire, vous avez mentionné ici le fait que ce support, cette formation politique, bien sûr, est l'aboutissement logique de l'initiative emmenée par le l'actuel chef de l'exécutif. Maintenant, la question qui se pose par bon nombre de nos concitoyens, c'est est-ce que ceux qui n'ont pas apporté leur suffrage en faveur du président de la République vont se retrouver dans une forme de balkanisation parce qu'ils se disent que ce parti regroupant la majeure partie des Gabonais, est-ce qu'il va être vraiment inclusif ou est-ce que ce seraient certains bonnets qui bénéficieront des avantages comme des schémas qu'ils auraient pu observer dans des régimes précédents? Ce sont encore beaucoup de questions qui se posent dans la psychose de bon nombre de concitoyens. Voilà, en somme, est-ce que l'UDB ne va pas devenir une sorte de rouleau compresseur politique? Alors, je ne sais pas de quel moyen exactement vous parlez. Ce que je puis vous dire et ce que je sais en revanche, c'est que l'inclusivité
elle est pérenne, elle est maintenue, elle est affirmée, elle est scandée par le chef de l'État et par l'ensemble de ses proches collaborateurs, notamment ceux qui l'accompagnent dans le cadre du parti, au-delà de la présidence de la République. Mais il n'y a pas de volonté de balkanisation. Lorsqu'on tranche, lorsqu'on définit un cadre pour incarner une politique, pour incarner une vision du Gabon, il n'est pas dit que cette vision-là est exclusive. 94% des Gabonais qui ont voté pour Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas 94% des Gabonais, déjà. Et ce n'est pas parce que 94,85% d'entre eux ont voté pour lui, mais que ce sont ces mêmes 94% qui adhéreront à son parti politique. On peut avoir 1001 raisons de choisir un candidat. On peut avoir 1001 raisons de faire le choix d'une politique. Il y a certains qui ont voté, mais qui n'ont pas forcément vocation à mener une activité politique ou à adhérer à une formation politique. Ils ont adhéré à un message, ils ont adhéré sans doute aussi à un style, à une proximité avec les Gabonais, incarnée par le président de la République, cela même avant l'élection, pendant la transition, et aujourd'hui encore. Il y a cette proximité, et c'est autant de facteurs qui ont pu séduire les uns et les autres. Maintenant, le militantisme politique, c'est autre chose. Je vous disais, le terrain de la politique est le terrain de la contradiction. Parmi même les gens qui ont été d'accord avec le message et le projet de société de Brice Clotaire Oligui Nguema, il peut y avoir de la contradiction, pourvu que ce soit une contradiction vertueuse, une contradiction de laquelle puissent jaillir des idées novatrices pour faire avancer le pays. Donc il y aura une activité politique qui sera déployée par l'UDB, et le secrétaire général ou les autres responsables de cette formation seraient mieux habilités, peut-être plus talentueux que moi pour vous en parler, mais dans tous les cas, le parti s'est positionné. Libre à quiconque veut rejoindre ses rangs de les rejoindre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y aura une ostracisation des autres Gabonais, puisque de toutes les façons, la vigueur d'une démocratie dépend, là encore, du débat et de la confrontation des idées contraires. On n'y échappera pas. Le président de la République n'a pas que des gens qui aiment son action. Il y a des détracteurs, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément les politiques qui sont déployées, qui n'en comprennent ni l'esprit ni la lettre. Mais il faut s'inscrire dans cette dynamique d'explication perpétuelle, de clarification, puisque le président exerce le pouvoir, et les gens qui sont autour de lui et qui vont construire cette nouvelle majorité l'exerceront avec lui, à ses côtés. Mais il faut qu'on soit dans des dispositions d'esprit qui nous maintiennent dans un engagement à toujours informer, expliquer aux Gabonais, parce que c'est aussi ça la démocratie. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation, et je pense qu'il y aura de la confrontation, il y aura du débat, et c'est tant mieux pour la démocratie gabonaise. Très bien. Alors, ce sont des questions sur lesquelles on pourrait débattre pendant longtemps. Mais le temps ne nous le permet pas. Nous allons poursuivre avec plutôt le plan diplomatique. Alors, le chef de l'État est allé récemment en Turquie, d'où il est revenu les valises pleines, on va le dire, avec la signature de plusieurs protocoles d'accord dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Monsieur Théophane, qu'avez-vous à nous dire sur ce déplacement du président de la République ? Eh bien déjà, je vous dirais que ce déplacement, comme les déplacements précédents, en l'occurrence celui aux États-Unis, par exemple, nous y reviendrons. Eh bien, l'ensemble de ces déplacements définit une nouvelle dynamique diplomatique. Le président de la République est dans un élan diplomatique qui s'appuie sur des éléments concrets. Il est question d'abord de diversifier nos partenariats, ce qui n'inclut pas ou n'implique pas que l'on nie nos partenariats traditionnels et historiques. Cela implique simplement que le Gabon est aujourd'hui en position de diversifier ses partenariats pour peu que ces différents partenariats nous permettent d'atteindre nos objectifs, permettent de réaliser les objectifs et les engagements qui ont été pris devant les Gabonaises et les Gabonais. Donc il faut diversifier les partenariats. Il faut donc aller chercher des opportunités pour le développement du Gabon où qu'elles se trouvent, tant que cela nous permet de ménager nos intérêts stratégiques et d'organiser des conditions de croissance et de prospérité pour les Gabonaises et les Gabonais. Pour parler spécifiquement de ce déplacement en Turquie, comme vous le dites, il y a essentiellement 8 accords qui ont été signés dans des domaines variés. On parle de santé, d'éducation, santé militaire, j'entends, d'éducation, d'énergie durable, d'hydrocarbures, de mines, qui est un secteur, pour parler de celui-là particulièrement, qui est un secteur montant, en pleine structuration, et un secteur aussi dans lequel il y a énormément d'enjeux. Des enjeux de souveraineté par la transformation locale de nos ressources minières, mais des enjeux d'infrastructure aussi, puisque le domaine minier a la particularité d'appeler la construction, le déploiement d'un ensemble d'infrastructures énergétiques d'une part, de transport d'autre part, etc., pour permettre la valorisation locale de ces ressources. Et donc c'est un chantier qui est immense, et pour lequel on a besoin de partenaires. Donc c'est cette diplomatie pragmatique
que le président de la République déploie, aller chercher des partenariats qui nous permettront de relever un pays n'évoluant pas en vase clos, mais de développer nos projets structurants. Et d'ailleurs, ce terme de projet structurant est revenu dans le rapport de mission en Turquie, puisqu'il est question pour la Turquie aussi de nous accompagner dans le cadre de financement de certains projets structurants. De manière globale, et je pense que c'est un point qui résume un peu la dynamique de la mission, il y a quand même eu la création d'un conseil d'affaires entre le Gabon et la Turquie. Ça va être un cadre d'identification d'opportunités mutuelles pour la Turquie en termes d'accès à un certain nombre de ressources dont dispose notre pays, et pour le Gabon en termes d'opportunités de financement, d'opportunités de création d'un certain nombre de projets pour soutenir nos propres objectifs. Donc je pense que ça résume assez bien la dynamique diplomatique dans laquelle le chef de l'État est engagé depuis sa prise de fonction. Très bien. Et toujours en diplomatie, on a vu la participation du chef de l'État aux différents sommets de la CEAC et même la réunion de l'Union africaine dernièrement. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Médéric Moreau, de ce retour-là aux affaires sous-régionales? Déjà, ce qui est déjà important, c'est mettre en avant l'aspect informationnel. Il y a un retour de l'ordre constitutionnel en cours au Gabon qui a été implémenté dès l'investiture de l'actuel chef de l'État. Oui. Et en plus de cela, il est important que le Gabon puisse se positionner comme un acteur majeur pour les questions d'intégration régionale et sous-régionale. Oui. Et c'était un peu ces dernières années, la diplomatie gabonaise avait un peu quelques difficultés. Et donc, du coup, avec sa prise de pouvoir, le chef de l'État, il essaie de montrer que le Gabon est une terre d'accueil, une terre qui est ouverte à des différents projets structurants. Oui. Sachant que nous sommes dans un monde qui n'est pas en vase clos, on évolue maintenant en village planétaire, on a besoin des uns et des autres pour pouvoir se développer sur un certain nombre de questions sécuritaires, économiques, politiques, etc. C'est important de montrer qu'actuellement, le Gabon est sur un processus viable et que, de par la stabilité de ces institutions qui est mené par l'actuel chef de l'exécutif, il y a derrière tout un nombre de canevas, il y a derrière des projets structurants d'ordre économique, d'ordre sociétaux, qui permettront à chacun des États de trouver leur compte. Et donc, du coup, voir le Gabon revenir au devant de la scène sur ces questions-là est très important après avoir écopé de sanctions durant la période de transition. En parlant justement de sanctions, on a eu le 15 juillet dernier la levée des sanctions par le Commonwealth. Monsieur Théophane, un mot là-dessus, s'il vous plaît. Oui, mais un mot sur la levée de toutes les sanctions. Il y a eu les sanctions de l'Union africaine, de la CEAC, du Commonwealth, mais ces sanctions sont des sanctions systématiques lorsqu'il y a interruption non constitutionnelle de l'exercice du pouvoir. Et donc, c'était systématique. Le 30 août 2023, de manière mécanique, suis-je tenté de dire, ces institutions ont ou du moins infliger un certain nombre de sanctions au Gabon et partiellement exclut le Gabon de leurs instances. Et la condition nécessaire à la levée de ces sanctions était le respect du calendrier de transition indiqué par les autorités de la transition d'alors. Et donc, la levée progressive de ces sanctions, d'abord au niveau de la CEAC, ensuite au niveau de l'Union africaine, quelque temps avant l'investiture du chef de l'État, et le 15 juillet dernier par le Commonwealth, n'est que la conséquence de ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu ses engagements pris après le 30 août, donc dans le cadre de la transition. Et d'ailleurs, dans le communiqué du groupe de travail du Commonwealth qui a procédé à la levée de ces sanctions, il est clairement dit que cet agenda ayant été respecté, l'agenda de la transition ayant été respecté, cela ne servait plus à rien de maintenir le Gabon sous sanction. D'autant plus que la clôture de ce processus de restauration des institutions se fera cette année avec les élections législatives, locales et sénatoriales qui nous attendent. Et donc, le calendrier a été tenu et c'est pour ça que les sanctions ont été levées. Maintenant, au-delà de la levée des sanctions, c'était un peu la première étape de l'activité diplomatique du président de la République de ce point de vue-là. La deuxième étape est d'affirmer une nouvelle présence. Il ne s'agit pas de revenir comme on était avant. Il s'agit de revenir justement restauré, avec une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire de la diplomatie et de la politique dans ces instances-là. Eh bien, le militantisme du Gabon est un militantisme qui, à l'occasion des deux événements que vous évoquez, Union africaine et CEAC, eh bien, a été l'occasion de dire que le Gabon entend participer d'abord à toutes les réformes structurelles de ces organisations, que le Gabon entend participer activement à toutes les dynamiques et à tous les projets qui peuvent être engagés à ces échelles-là, mais il convient aussi à ce niveau de relever quelle est l'importance de notre participation à ces instances, parce que peut-être que pour le commun des Gabonais, quand on dit Union africaine, CEAC, CEMAC, etc., ça peut paraître un peu lointain. Il faut comprendre une chose, c'est que dans le village planétaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui, la viabilité économique, politique et même sécuritaire d'un pays donné dépend parfois
des alliances qu'il est capable de nouer avec ses pays voisins ou avec d'autres puissances qui ne sont pas nécessairement voisines. Eh bien, dans le cadre de la sous-région, il y a des problématiques. Au-delà des problématiques économiques liées directement ou indirectement, par exemple, à la circulation libre des services et des personnes, des biens, il y a des questions sécuritaires. Avec, en ce qui nous concerne au niveau du golfe de Guinée, des questions de piraterie, d'insécurité maritime. Il y a des pays de la région qui sont, par exemple, victimes d'actes de terrorisme, avec des groupes terroristes qui sont désormais implantés pas si loin que ça de nous. Et donc, il y a une coopération, une collaboration nécessaire à ce niveau-là, et cette collaboration ne peut se faire, ou du moins ne peut se faire facilement, que dans des cadres intégrés, comme des organismes sous-régionaux, régionaux et continentaux. Donc c'est important pour le Gabon d'être partie à ces différentes instances pour pouvoir faire entendre sa voix. Et quoi de mieux pour marquer cet engagement pour le Gabon que de souhaiter organiser, c'est un engagement pris par le chef de l'État, qu'il a d'ailleurs indiqué dans son discours d'investiture le 3 mai dernier. Le Gabon s'engage à accueillir un sommet de l'organisation de la francophonie en 2027, il me semble, et puis en 2029, un sommet de l'Union africaine, qui se dérouleront tous deux du côté de la nouvelle cité de la démocratie, qui, comme vous le savez, est en chantier. Donc c'est des engagements forts qui, là aussi, au niveau du symbole, incarnent cette nouvelle vision du Gabon diplomatique. Très bien. Alors vous parliez tout à l'heure d'engagement. On a également eu son déplacement du côté des États-Unis, un déplacement très marqué par un discours qui a beaucoup fait parler et qui a été caractérisé de discours souverainiste. On l'a sur le plateau. Madame Sika, le discours du président des États-Unis, du président du Gabon aux États-Unis. Comment a-t-il été perçu sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, nous avons eu le retour du champion. Oui. C'est la première fois que tout le monde était d'accord sur quelque chose. Il était au milieu d'autres présidents de la République, d'autres forces de l'Afrique finalement, et il s'est imposé comme étant le meilleur, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il a su dire à cette puissance dont tout le monde a peur finalement, que nous sommes là, nous sommes présents, et aujourd'hui nous savons ce que nous valons, et nous ne demanderons pas moins que ce que nous méritons finalement. Et ça a été très bien accueilli par les Gabonais. La preuve, ils étaient quand même nombreux à l'aéroport. Ça a été très bien accueilli, même si après ce retour justement a été un peu mitigé. Je sais que Monsieur Moreau m'attend là-dessus. Donc franchement, si on doit faire le point, vraiment, ça a été bien reçu par les Gabonais. Très bien. Alors, Monsieur Théophane, justement, par rapport à ce discours, comment pensez-vous qu'il ait pu influencer la façon dont le Gabon se positionne aujourd'hui dans le concert des nations? D'abord, je dirais, en termes de réaction, que le discours a été salué au-delà du Gabon. Bien sûr. Et vous voyez tous de quoi je parle. Il y a un certain nombre d'acteurs de la scène africaine qui ont salué très chaleureusement et très vivement ce discours volontariste, et qui n'est même pas courageux. En fait, c'est un discours rationnel. Le président de la République a été rationnel parce que parler de courage, ce serait dire que notre position initiale devrait être de courber les chines devant des puissances étrangères, quelles qu'elles soient. Non, le Gabon a des intérêts, le Gabon est un pays souverain, le Gabon entend défendre ses intérêts. Le président de la République, entre autres choses, a indiqué que les pays qui étaient représentés, il s'agissait de 5 pays seulement sur les 54 que compte l'Afrique, donc il faut déjà le noter, mais le président de la République a tenu à dire que nous ne sommes pas des pays pauvres. Il l'a dit, là, non pas seulement en parlant pour le Gabon, qu'il dirige, mais en parlant pour l'ensemble des pays africains. Il a dit, nous ne sommes pas des pays pauvres parce que nous sommes riches de ressources. Mais ces ressources, les puissances avec lesquelles nous discutons en ont besoin. De la même manière que nous avons besoin de leurs contributions, de leurs investissements, de leur expertise, pour tout ce qui est transfert de technologie, transfert de compétences, transfert de bonnes pratiques. Et donc, nous avons mutuellement besoin les uns des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conséquence, c'est que nous nous plaçons sur un pied d'égalité. Parce que vous avez besoin de nos ressources, on a besoin de votre expertise et de vos financements. Nous nous plaçons sur un pied d'égalité. Et donc, il faut nous traiter tels quels, comme des égaux, qui peuvent aussi vous apporter des choses qui sont essentielles au fonctionnement et à la vigueur de vos économies et à la prospérité de vos peuples. Donc c'était ça le fond du message du président de la République. Il a quand même terminé par une punchline, si je puis dire. Si vous ne venez pas, d'autres viendront à votre place.
Je pense que c'est une bonne synthèse, parce que là encore, conformément à ce qu'on se disait tantôt, le Gabon se réserve le droit de négocier avec quiconque est susceptible de l'aider dans l'atteinte des objectifs prioritaires et stratégiques qui sont définis par la politique qu'il met en œuvre en ce moment. Très bien, merci beaucoup Monsieur Théophane. Et justement parce que nous sommes dans les 100 jours de la 5e République, voyons ensemble ce que le peuple a à dire à cette 5e République dans Lettre à la République par Sika. Chère République, cette semaine, je t'écris assise devant ma bibine au snack des gens de Bangos, depuis lequel j'observe mon voisin discuter le prix de la bière alors que son compteur est toujours au rouge. Parce qu'en ce moment, tu brilles à l'international, on te voit dans les sommets, on écoute tes discours et on lit tes communiqués. Mais ici, au quartier, les gens se demandent pourquoi, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas et surtout, qu'est-ce qu'on y gagne. Si tu le veux bien, République, ce soir, je serai leur voix. D'abord, il faut le dire, tu nous as arraché un sourire avec cette investiture publique. Ce n'était pas un petit événement de salon climatisé, non. C'était au stade, au milieu du peuple. Pour une fois, nous n'étions pas derrière les grilles ou devant la télé, mais au devant de la scène. Au passage, petite dédicace à nos parachutistes qui nous ont donné une prestation rocambolesque digne d'un film de James Bond. Plus sérieusement, c'était un message fort. Tu nous as dit, regardez, vous êtes les témoins, mais surtout, vous en êtes les acteurs. Et avec tous ces chefs d'État venus t'assister, de nos chouchous à ceux qui n'ont pas forcément fait l'unanimité, tu as montré que tu n'étais pas seul. Tu n'es plus une république en quarantaine, tu es debout, visible et soutenu. Ensuite, on t'a vu réapparaître dans les réunions régionales, à la CEAC, l'Union africaine. Et là encore, les gens ont commenté, elle est présente, mais est-ce qu'on l'écoute? La vérité, République, c'est que tu fais ton retour, pas en tant qu'invitée silencieuse, mais en tant que sœur qui a appris de ses erreurs. Tu as repris ta place en montrant que tu as grandi, que tu as mûri et que tu es prête à faire entendre ta voix. Et ça, c'est important, surtout quand le monde regarde vers les grandes puissances en oubliant que tout commence chez nous, en famille. Le 15 juillet, le Commonwealth a levé les sanctions. Sur les réseaux, certains disaient « Ah bon, on était sanctionnés ?» Et maintenant qu'on ne l'est plus, ça change quoi? Alors soyons clairs, mis à part le fait que nous ayons des Benga et des Nzebi anglophones, diplomatiquement, c'est une carte de confiance qu'on t'a redonnée. Tu peux reprendre tes coopérations, attirer les investisseurs, relancer les projets. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape pour reconstruire. Et puis, République, comme on dit chez nous, tu es d'abord une dose. Tu t'es mise face aux Américains et tu leur as dit « si vous ne voulez pas vous le laisser ». En bref, tu as fait comprendre que tu voulais tracer ta propre voie et coopérer sans te plier. Et là, j'ai même envie de dire que c'est le changement de ton qu'il fallait pour faire comprendre au monde que nous sommes aujourd'hui conscients de ce que nous valons et que nous n'accepterons pas moins que ce que nous méritons. Pour conclure, ma chère et tendre République, on t'a vu te redresser chaque jour pour écrire un nouveau paragraphe de notre histoire. On t'a entendu parler de souveraineté à l'international, défendre ton nom et ta place. Tu as dit au monde, le Gabon est de retour. Et ce retour, tu l'as d'abord montré chez toi, à travers les routes, la station de pompage du PK5, la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires, ou encore notre propre compagnie aérienne, oui, ça y est, qui nous permet désormais de voyager à l'international. Mais tu remarqueras que nous sommes durs avec toi, et que plus tu nous donnes, plus nos exigences sont grandes. Ne t'inquiète pas, nous voyons et nous savons ce que tu fais, mais en bon africain, nous n'allons pas te dire que c'est bien. Bref, maintenant que nous savons qu'espoir rime avec réalisation, nous te souhaitons beaucoup de courage, ma République, car il te faudra du cardio. Et surtout, de la lucidité, car le plus dur ne sera pas de commencer, mais de se maintenir et de maintenir le rythme jusqu'au bout. Et c'est sur ces belles paroles que nous mettons fin à notre émission spéciale concernant les 100 jours du président de la République, de la 5e République. Alors, merci Sika, merci Médéric. Merci à toi. Merci Monsieur Théophane de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Ce fut un bel échange. Merci. Bonsoir chez vous et au prochain numéro.